En 1945, le Japon s'est rendu après la dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki. La guerre s'est terminée, mais le destin de ses dirigeants ne faisait que commencer. Les hommes qui avaient dirigé un empire en expansion ont été obligés de répondre de chaque décision prise pendant le conflit. Les Alliés ont établi le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Généraux, ministres et conseillers impériaux ont été accusés de crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Certains ont fait face à de longs procès, d'autres ont reçu des condamnations immédiates. Plusieurs ont été exécutés par pendaison, d'autres ont été emprisonnés à vie. Et certains ont réussi à échapper avec des peines minimales, protégés par des convenances politiques en pleine guerre froide. Qui a payé de sa vie en raison des décisions prises pendant la guerre? Quelles figures ont réussi à échapper à la justice? Et comment ces procès ont-ils défini l'avenir politique du Japon dans l'après-guerre? L'Empire brisé, la voix de l'empereur annonce la fin. À midi, le 15 août 1945, les ondes radio japonaises ont transmis un message sans précédent. La voix était celle de l'empereur Hirohito, jusqu'alors jamais entendue directement par la population. L'enregistrement, préparé à l'avance pour éviter les interruptions, a été diffusé à travers la radio nationale NHK. Le langage employé était cérémonial et archaïque, avec des expressions qui rendaient la compréhension immédiate difficile pour l'audience commune. Cependant, le sens général était clair. L'Empire acceptait la reddition inconditionnelle. L'annonce est arrivée après plusieurs jours d'incertitude provoqués par les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ainsi que par l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre. Les élites dirigeantes avaient débattu intensément de l'acceptation de la déclaration de Potsdam. La décision a été prise au milieu de fortes divisions internes où certains ministres et officiers défendaient la continuation de la lutte, tandis que d'autres reconnaissaient l'impossibilité matérielle de la soutenir. L'enregistrement de l'empereur a été gardé sous stricte surveillance, car certains secteurs militaires radicaux ont tenté d'en empêcher la transmission afin de prolonger la résistance. Quand le discours fut finalement diffusé, les réactions furent diverses. Dans les villages, les usines et les habitations, une grande partie des auditeurs resta silencieuse, incapable d'assimiler immédiatement l'ampleur des mots. Ceux qui parvinrent à les interpréter communiquèrent aux autres que la guerre était terminée. Il y en avait qui pleuraient, qui restaient immobiles et qui choisissaient de s'enfermer chez eux. Dans les villes dévastées par les bombardements, la nouvelle se propagea rapidement. Pour la plupart, la reddition signifiait la fin immédiate des attaques aériennes et l'espoir de survivre à la faim et à la pénurie. Cependant, dans les structures militaires et bureaucratiques, l'annonce généra désordre et incertitude. À Tokyo, les ministères et quartiers généraux encore debout furent le théâtre de réunions précipitées entre hauts commandements. La crainte de l'arrivée imminente des forces d'occupation étrangères déclencha des mesures immédiates. L'élimination de documents sensibles. L'ordre fut donné de brûler des dossiers relatifs à des directives militaires, des registres de prisonniers de guerre, de la correspondance diplomatique et des documents sur l'occupation de territoires en Chine, en Corée et en Asie du Sud-Est. Dans les bâtiments officiels, comme le ministère de la Guerre et celui des Affaires étrangères, des brasiers furent allumés dans les cours internes. En quelques heures, des piles de dossiers et de boîtes furent réduites en cendres. La destruction de preuves ne s'est pas limitée à la capitale. Dans des préfectures de l'intérieur, des gouverneurs militaires ont reçu des instructions verbales pour éliminer les registres administratifs liés à la mobilisation de la main-d'œuvre, à l'exploitation des ressources et au traitement des prisonniers. Les archives des unités de l'armée impériale en Mandchourie, à Singapour et aux Philippines, ont subi le même sort ou ont été dispersées. La consigne était d'effacer toute trace d'ordre qui pourrait servir de preuve dans de futurs procès de responsabilité. Pendant que ces opérations se déroulaient, de nombreux officiers se sont réfugiés dans des maisons de parents, ont changé de vêtements pour passer inaperçus ou ont tenté de fuir vers des zones rurales où ils croyaient que l'arrivée des forces alliées serait plus lente. Il y a également eu des tentatives isolées de fuite maritime vers la Corée ou des îles encore sous contrôle japonais, bien que la plupart aient échoué. En parallèle, un nombre significatif de commandants a choisi le suicide. L'idée d'accepter une reddition inconditionnelle était incompatible avec le code d'honneur qu'ils avaient suivi pendant des décennies. Ce même 15 août, le ministre de la guerre Korechika Hanami s'est donné la mort dans sa résidence officielle.
D'autres généraux ont répété le même geste dans les jours qui ont suivi, l'accompagnant de notes manuscrites exprimant la responsabilité personnelle ou la loyauté envers l'empereur. La succession de suicides a mis en évidence la conviction répandue que l'avenir immédiat apporterait des poursuites judiciaires et une perte de statut. La population civile a également vécu des épisodes de suicides collectifs, surtout dans les préfectures proches des zones de combat ou dans les territoires où l'on craignait des représailles des troupes étrangères ou des mouvements de résistance locale. Pour de larges secteurs, la fin de la guerre a représenté un soulagement, mais aussi un vide directionnel dans un pays où l'obéissance à l'État avait été absolue. Dans les jours qui ont suivi le discours, la machinerie gouvernementale a fonctionné de manière irrégulière. Le Conseil suprême pour la direction de la guerre est resté pratiquement paralysé. Certains bureaux centraux ont tenté de réorganiser l'administration pour garantir l'ordre public et la livraison organisée d'armements. La police a maintenu des patrouilles constantes à Tokyo et dans d'autres villes afin de prévenir les émeutes. L'objectif principal était d'éviter des soulèvements de soldats mécontents de la reddition. Le 30 août, les troupes alliées ont commencé à arriver. Des unités de la 11e division aéroportée ont atterri sur l'aérodrome d'Atsugi, près de Yokohama. L'opération s'est déroulée sans résistance et a été observée par de nombreux civils qui, pour la première fois, voyaient des soldats étrangers sur le territoire japonais. Dans les jours suivants, un flux continu de militaires américains a été déployé à Tokyo et ses environs pour assurer le contrôle de points stratégiques. Le 2 septembre, la signature formelle de la reddition a eu lieu à bord du cuirassé Missouri ancré dans la baie de Tokyo. Les représentants japonais, dirigés par le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu et le général Yoshijiro Umezu, ont paraphé le document en présence de délégués alliés, dont le général Douglas MacArthur et l'amiral Chester Nimitz. L'acte a officiellement scellé la fin de la guerre en Asie. Quelques jours après, MacArthur établit son quartier général dans le bâtiment Daiichi, siège d'une importante compagnie d'assurance située en face du palais impérial. De là, il commença à exercer son autorité en tant que commandant suprême des puissances alliées. Le choix du lieu avait une forte valeur symbolique. La présence militaire américaine se situait au cœur administratif du pays et face au symbole suprême de la monarchie. L'arrivée de MacArthur et l'instauration de l'occupation ont marqué une nouvelle scène politique. Depuis le Daiichi, des ordres ont été émis pour réglementer l'activité militaire, administrative et économique du Japon. Des restrictions immédiates ont été imposées sur les armements, les structures militaires et la propagande nationaliste. La population a assisté à la déposition ou à la mise en résidence surveillée d'anciens dirigeants, jusque-là incontestables, en attente de décisions majeures. Dans les couloirs du pouvoir, l'incertitude a grandi. Ceux qui avaient occupé des postes de commandement comprenaient que l'étape suivante serait l'enquête sur les responsabilités de guerre. La présence de forces étrangères dans la capitale et l'occupation de bâtiments stratégiques indiquaient que l'époque de l'impunité était terminée. Des documents qui n'avaient pas été détruits passaient aux mains des enquêteurs alliés. Fonctionnaires et militaires qui n'avaient pas fui ni périr par suicide se préparaient à être interrogés, tandis que circulaient des rumeurs sur des listes de suspects élaborées par les nouveaux occupants. L'effondrement de cet août a transformé la structure de pouvoir de l'Empire en quelques jours. Le discours de l'empereur, la réaction de la population et l'irruption immédiate des forces d'occupation ont créé un scénario où des dirigeants autrefois absolus devenaient des accusés potentiels. Depuis le bâtiment Daiichi, l'appareil d'occupation planifiait déjà la phase suivante, l'administration du pays vaincu et la définition de mécanismes pour juger les responsables. Tribunal de fer, la guerre transformée en accusation. La décision de poursuivre en justice les dirigeants japonais est survenue parallèlement aux mesures d'occupation. Dès le début, les Alliés avaient discuté de la nécessité d'établir un mécanisme judiciaire similaire à celui qui s'organisait en Europe contre les dirigeants nazis. En juillet 1945, la déclaration de Potsdam avait laissé ouverte la possibilité de juger et punir les responsables de la guerre en Asie. Une fois la reddition japonaise confirmée, le général Douglas MacArthur, en tant que commandant suprême des puissances alliées, a reçu l'autorité pour mettre en place un tribunal international à Tokyo. Le modèle immédiat fut le tribunal militaire international de Nuremberg, inauguré en novembre 1945 pour juger les dirigeants allemands.
Bien qu'il existât des différences entre les contextes européens et asiatiques, des principes fondamentaux furent adoptés de manière parallèle. L'idée centrale était que la guerre d'agression et les atrocités commises contre les prisonniers et les civils ne pouvaient pas rester impunies et que les responsabilités devaient être attribuées à des individus concrets. Le 19 janvier 1946, MacArthur a émis l'ordre spécial numéro 1 qui a officiellement établi le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Son siège a été fixé dans l'ancien bâtiment du ministère de la Guerre à Tokyo, adapté pour fonctionner comme salle d'audience. Le tribunal aurait juridiction sur les hauts fonctionnaires politiques et militaires de l'Empire, accusés de planifier, initier ou mener la guerre, ainsi que de commettre des violations graves des lois et coutumes de la guerre. La composition reflétait le caractère international de la coalition qui avait combattu le Japon. 11 pays désignèrent des juges et des procureurs principaux: États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique, Chine, Australie, Canada, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Inde et Philippines. L'inclusion de puissances coloniales comme les Pays-Bas, directement affectées par l'occupation japonaise en Indonésie, ou de l'Inde, encore sans indépendance formelle, montrait l'ampleur politique du tribunal. Chaque juge disposait d'un suppléant et d'équipes d'assistants juridiques. Les différences entre traditions juridiques étaient évidentes dès le début. Le système anglo-saxon, basé sur des précédents et sur la confrontation entre accusation et défense, contrastait avec les conceptions de type inquisitoire propres à l'Europe continentale. Le tribunal devait coordonner des procédures entre des représentants de cultures juridiques hétérogènes. La langue est devenue une autre difficulté technique. Les sessions se déroulaient en anglais et en japonais, mais la présence de juges et de procureurs soviétiques, français, néerlandais, indiens et philippins, a obligé à organiser un système de traduction simultanée et consécutive. Pour cela, l'équipement utilisé à Nuremberg a été adapté. Des cabines ont été installées et des interprètes spécialisés capables de traduire non seulement le langage commun, mais aussi la terminologie militaire et juridique ont été recrutés. Cet aspect a provoqué des retards fréquents et des difficultés pendant le procès. En ce qui concerne la définition des crimes, la même classification que celle de Nuremberg a été adoptée, adaptée au contexte asiatique. 3 catégories principales ont été établies. Les crimes de classe A, appelés crimes contre la paix, consistaient à planifier, préparer, déclencher ou mener une guerre d'agression en violation de traités internationaux. Dans le cas japonais, cela incluait l'invasion de la Mandchourie en 1931, la guerre contre la Chine commencée en 1937 et l'expansion vers le sud-est asiatique et le Pacifique à partir de 1941. Les responsables étaient des dirigeants politiques et militaires de haut rang ayant participé à la formulation de ces politiques. Les crimes de classe B ou crimes de guerre comprenaient des violations des lois et coutumes de guerre. Cela comprenait les exécutions de prisonniers, les tortures, les déportations forcées, l'utilisation de travail esclave et la destruction délibérée de villes ou de propriétés sans justification militaire. Un exemple précoce dans la documentation alliée était le traitement infligé aux prisonniers pendant la marche de la mort de Bataan aux Philippines. Les crimes de classe C, ou crimes contre l'humanité, comprenaient les meurtres, l'extermination, l'esclavage, les déportations et autres actes inhumains contre des populations civiles, avant ou pendant la guerre. Bien que cette catégorie ait été développée principalement en Europe, en Asie, elle s'appliquait aux massacres contre les civils chinois, à l'usage du travail forcé en Corée et en Mandchourie, et aux expérimentations médicales réalisées sur des prisonniers. La compétence du tribunal se limitait aux dirigeants de plus haut rang. Pour les officiers intermédiaires et le personnel administratif, des tribunaux séparés ont été organisés dans différents pays occupés, tandis que le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient réservait sa juridiction aux responsables de plus haute hiérarchie. Le processus de sélection des accusés a commencé immédiatement après la reddition. Les équipes d'enquête alliées ont rassemblé des informations sur de multiples fronts. Des officiers du renseignement américain et britannique ont croisé des rapports de terrain avec des documents capturés. Les témoignages de prisonniers de guerre libérés et les rapports d'organismes comme la Croix-Rouge internationale sont devenus du matériel de travail. Le premier nom inclus était celui de l'ancien Premier ministre et ministre de la guerre, Hideki Tojo. Son rôle dans la décision d'attaquer Pearl Harbor et dans la conduite générale du conflit l'a placé au cœur des responsabilités.
Avec lui, les procureurs ont élaboré une liste atteignant 28 personnes. Y figuraient d'anciens premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, commandants de l'armée et de la marine, ainsi que des idéologues et diplomates clés dans l'expansion impériale. Les critères de sélection étaient basés sur le rang hiérarchique, la participation directe à la formulation de politiques agressives et la responsabilité dans la chaîne de commandement. Certains cas ont suscité des débats, car tous les accusés n'avaient pas exercé de fonctions militaires directes. L'exemple le plus notable fut Koki Hirota, ancien Premier ministre et chancelier, jugé pour sa responsabilité politique dans l'expansion et pour ne pas avoir arrêté les atrocités. Les 28 accusés ont été transférés à la prison de Sugamo, à Tokyo. Là, ils ont été gardés en détention pendant des mois, pendant que les préparatifs du tribunal étaient complétés. Sugamo, construite en 1920 pour des prisonniers communs et des opposants politiques, a été adaptée pour loger des détenus de haut profil. Chaque cellule a été assignée individuellement et des mesures de sécurité strictes ont été appliquées. La création du tribunal nécessitait également de définir des règles de procédure. Le statut du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, promulgué par MacArthur, détaillait ses compétences, les droits des accusés et les modes de présentation des preuves. L'utilisation de documents officiels capturés, de témoignages écrits et de déclarations sous serment a été autorisée, en plus de la comparution en personne des témoins. L'admission de preuves documentaires est devenue un axe central, étant donné l'étendue du conflit et la difficulté de transférer des témoins à Tokyo depuis les territoires occupés. Les accusés avaient droit à la défense. Un groupe d'avocats japonais a été constitué, certains ayant une expérience en droit international, assistés par des conseillers occidentaux. La coordination entre les défenseurs et les accusés s'est avérée compliquée, car une grande quantité de documents avait été délibérément détruite en août 1945. Cette circonstance a généré des tensions et des accusations de partialité avant même le début des audiences. Le tribunal a fixé le 3 mai 1946 comme date de début des sessions. À partir de là, on s'attendait à un processus long et complexe dans lequel des preuves provenant de plusieurs régions d'Asie et du Pacifique seraient présentées. Avec les accusés déjà concentrés à Sugamo et les équipes de juges, procureurs et interprètes installés à Tokyo, le mécanisme judiciaire était prêt à ouvrir la phase publique des audiences. Le banc de Tokyo, visage du pouvoir face au verdict. Les audiences publiques du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient ont commencé le 3 mai 1946 à Tokyo. Le siège choisi était l'ancien bâtiment du ministère de la Guerre, adapté pour recevoir juges, procureurs, défenseurs, traducteurs, personnel administratif, journalistes et un nombre réduit d'observateurs. L'espace a été transformé en salle d'audience, avec un estrade élevé pour les 11 juges, des bancs pour les équipes légales et un long banc destiné aux accusés. L'organisation logistique s'est avérée complexe. Le tribunal fonctionnait avec des sessions prolongées, de 6 à 8 heures quotidiennes, et nécessitait une structure capable de gérer des milliers de pages de documents, déclarations sous serment et preuves matérielles. Le personnel auxiliaire, composé de sténographes, traducteurs et officiers de liaison, dépassait fréquemment en nombre les propres protagonistes du procès. L'un des plus grands défis était la langue. Les langues officielles étaient l'anglais et le japonais, mais la présence de représentants de 11 nations imposait un système constant d'interprétation. Des cabines de traduction simultanées, similaires à celles employées à Nuremberg, étaient installées. Un corps d'interprètes transmettait en temps réel ce qui était dit en anglais au japonais et vice-versa, en plus de préparer des traductions écrites en russe, français et néerlandais. Les différences de terminologie militaire et juridique provoquaient de la confusion et à plusieurs reprises, les juges ont interrompu les séances pour demander des corrections ou des éclaircissements. La nécessité de précision augmentait dans les témoignages techniques, tels que les rapports médicaux ou les descriptions militaires. Les audiences ont commencé par les plaidoiries du ministère public. Le procureur en chef des États-Unis, Joseph Keenan, a souligné que le tribunal devait juger ceux qui avaient planifié et exécuté une guerre d'agression qui avait dévasté l'Asie et le Pacifique. Les premiers discours ont insisté sur le fait que la guerre japonaise avait été le résultat d'une politique délibérée,
depuis l'invasion de la Mandchourie en 1931 jusqu'à l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Les procureurs d'autres pays ont complété avec des références aux conséquences subies sur leur territoire. Les représentants chinois ont décrit des massacres et des occupations prolongées, tandis que ceux des Pays-Bas ont fait allusion à des crimes commis dans les Indes orientales néerlandaises. Les accusés étaient présents dès le début, assis face au tribunal et équipés de casques connectés au système d'interprétation. Parmi eux, la figure la plus observée était celle d'Hideki Tojo, ancien Premier ministre et figure centrale de la guerre japonaise. En septembre 1945, il avait tenté de se suicider lorsque des officiers américains étaient venus l'arrêter à son domicile à Tokyo, se tirant dans la poitrine. Il fut sauvé par l'attention médicale immédiate fournie par les soldats eux-mêmes qui l'arrêtaient. Après sa récupération, il fut incarcéré dans la prison de Sugamo et désigné comme l'un des principaux accusés pour crimes de classe A. Sur le banc des accusés, Tojo a adopté une attitude coopérative. Il a reconnu avoir participé directement aux décisions qui ont conduit le Japon à attaquer les États-Unis et à s'étendre en Asie. Il a accepté la responsabilité de ses actes, bien qu'il les ait justifiés comme des mesures qu'il considérait à l'époque nécessaires pour la sécurité nationale. Il a néanmoins cherché à partager une partie de la responsabilité avec d'autres dirigeants et a suggéré que l'empereur Hirohito était informé des décisions les plus importantes, bien qu'il ait évité de le désigner directement. Son attitude est devenue l'axe central du procès, car le ministère public l'a présenté comme le visage visible de la politique agressive. Les procureurs ont introduit une abondante preuve documentaire, des procès-verbaux de cabinet, des ordres militaires interceptés et une correspondance diplomatique. Des témoignages oculaires ont également été inclus. Parmi les plus pertinents figuraient les récits du massacre de Nankin, commis en 1937. Les témoins chinois ont raconté l'exécution de milliers de civils, l'incendie de quartiers entiers et les viols massifs. Des photographies prises par des correspondants étrangers et des rapports diplomatiques occidentaux ont complété les déclarations. La défense a remis en question la cohérence de certains chiffres et témoignages, mais l'ampleur des preuves a donné du poids à l'accusation. Un autre bloc central était la marche de la mort de Bataan aux Philippines, survenue en 1942. Après la reddition de plus de 70 000 soldats philippins et américains, les prisonniers ont été contraints de marcher sur plus de 100 km vers des camps de concentration. Des milliers sont morts d'épuisement, de faim ou d'exécution sommaire. Les survivants ont comparu au tribunal pour relater les abus subis. Ce cas a été présenté comme un exemple de crime de classe B et a servi à illustrer la brutalité du traitement des prisonniers sous la garde japonaise. Les audiences ont également inclus des références à l'unité Setsen 31, un corps de l'armée japonaise établi en Mandchourie dédié à l'expérimentation biologique. Des documents et témoignages ont signalé des pratiques de vivisection sur des prisonniers chinois et des expériences avec des armes bactériologiques. Bien qu'une partie des archives ait été détruite, les informations disponibles suffisaient à montrer l'existence de crimes contre l'humanité. La défense a tenté de rejeter la validité des preuves faute de registre complet, mais le sujet a été consigné dans la procédure. Pendant des mois, le tribunal a entendu des dizaines de témoins de divers territoires occupés, des civils de Singapour, des militaires britanniques capturés à Hong Kong, des survivants néerlandais des camps à Java et des Australiens internés dans la construction du chemin de fer de Birmanie. Chaque témoignage a apporté un fragment d'un panorama général de violences systématiques. Le rythme des audiences était lent. L'énorme quantité de documents traduits et la nécessité de concilier 11 traditions juridiques ont entraîné des interruptions fréquentes. Il y avait des désaccords entre les juges sur l'admission des preuves ou la pertinence de certains témoins. Malgré ces difficultés, le parquet a avancé dans la construction d'un récit attribuant une responsabilité collective à la direction japonaise. La défense a essayé de soutenir que le Japon avait agi sous la pression internationale, en soulignant que les sanctions économiques imposées par les États-Unis avant la guerre avaient laissé le pays sans alternative. Ils ont également argumenté que les crimes commis sur le terrain avaient été des actes isolés d'unités hors de contrôle et non le résultat d'une politique centralisée. Cependant, l'existence d'ordres signés par le haut commandement a affaibli cette ligne d'argumentation. Au total, plus de 400 déclarations ont été entendues et des milliers de pages de documents ont été présentées.
Le cas de Tojo a concentré l'attention du public, tant par sa position que par sa décision d'accepter une certaine responsabilité. D'autres accusés ont adopté différentes stratégies. Certains ont nié toute participation, d'autres ont choisi de garder le silence. Au fur et à mesure que les sessions avançaient, l'attention se concentrait sur la manière dont le tribunal interpréterait les preuves et la responsabilité des accusés. La clôture de la phase probatoire en 1948 a ouvert la voie aux délibérations qui conduiraient au verdict. La nuit de la potence, 7 leaders tombent à Sugamo-sen. La phase probatoire s'étant conclue à la mi-1948, le tribunal a entamé la période de délibération. Pendant des mois, les 11 juges se sont réunis à huis clos pour analyser des milliers de pages de transcriptions, documents et déclarations. La tâche s'est révélée ardue, marquée par des différences dans la formation juridique de chaque magistrat et par les tensions politiques entre les pays représentés. Le président du tribunal, Sir William Webb d'Australie, a tenté de maintenir la cohérence procédurale, mais les divergences ont été constantes. Le juge soviétique, I.M. Zaryanov, insistait sur la nécessité de condamnations rapides et sévères, suivant la ligne tracée par Moscou à Nuremberg. En revanche, le juge indien Radha Binod Pal considérait que le tribunal manquait de légitimité en appliquant rétroactivement la catégorie de crime contre la paix. Sa position est devenue la plus radicalement dissidente, affirmant que les accusés ne devaient pas être condamnés sous des qualifications juridiques inexistantes avant la guerre. D'autres juges, comme l'Américain John Higgins et le Britannique William Patrick, défendaient la validité du procès et la nécessité de sanctionner les dirigeants japonais, bien qu'ils différaient sur la manière de mesurer les responsabilités individuelles. Les discussions se sont étendues pendant des semaines. On évaluait non seulement la culpabilité, mais aussi les peines. L'unanimité s'est avérée impossible, c'est pourquoi on a adopté le critère de la majorité. Chaque accusé a fait l'objet d'un débat particulier. Dans le cas de Hideki Tojo, le consensus était large en le considérant comme l'un des principaux responsables de la guerre d'agression. En revanche, avec Koki Hirota, les délibérations se sont centrées sur sa condition de civil sans commandement militaire direct, bien que le parquet le désignait comme responsable pour ne pas avoir empêché les atrocités. Finalement, le 12 novembre 1948, le tribunal a annoncé qu'il était prêt à rendre son verdict. Ce jour-là, dans la salle d'audience, les accusés ont été transférés depuis la prison de Sugamo et assis à leurs bancs habituels. La lecture des sentences a duré des heures. La salle est restée silencieuse tandis que les juges prononçaient les verdicts cas par cas. Sur les 28 accusés initiaux, 3 n'ont pas atteint la fin, 2 sont morts pendant le procès et 1 a été déclaré mentalement incompétent. Pour les 25 restants, les résultats ont été les suivants. 7 condamnés à mort, 16 à perpétuité et 2 à des peines de prison plus courtes. Les 7 condamnés à la pendaison étaient Hideki Tojo, ancien Premier ministre et ministre de la guerre, Koki Hirota, ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, Kenji Doihara, général et chef du renseignement, Seishiro Itagaki, général et ministre de la guerre par la suite, Eitaro Kimura, général responsable des troupes en Birmanie, Iwan Matsui, général en charge lors de la capture de Nankin en 1937, et Akira Muto, général impliqué dans des campagnes en Chine et aux Philippines. Chacun a été désigné comme responsable de la planification de la guerre ou de la commission d'atrocités lors d'opérations spécifiques. Les 16 condamnés à la réclusion à perpétuité comprenaient des figures politiques comme Hiranuma Kichiro et des militaires de haut rang comme Shigenori Togo. Les 2 autres ont reçu des peines de 7 et 20 ans. Après la lecture, les condamnés ont été renvoyés dans leurs cellules à Sugamo. Les appels ont été immédiatement rejetés et les Alliés ont décidé que les peines seraient exécutées sans possibilité de commutation. La date choisie pour les exécutions a été le 23 décembre de 1948, jour de l'anniversaire de l'empereur Hirohito. La coïncidence avait une valeur symbolique, montrer la permanence du monarque sur le trône face à l'élimination de ceux qui avaient été considérés comme responsables de la guerre. À l'aube de ce jour-là, les 7 condamnés ont été transférés de leurs cellules à la cour des exécutions de Sugamo. La procédure a été effectuée en secret, sans la présence de journalistes ni de public. Seuls des officiers militaires américains, du personnel médical et des gardiens de la prison ont assisté. Chaque condamné a été conduit individuellement à la potence selon un protocole strict.
Les exécutions ont commencé peu après minuit et se sont terminées en quelques heures. Selon les dossiers, les condamnés n'ont opposé aucune résistance physique. Certains sont restés silencieux et d'autres ont prononcé de brèves déclarations formelles, mais aucune intervention prolongée n'a été autorisée. Une fois la procédure terminée, les médecins ont certifié la mort de chacun d'eux. Les corps ont été placés dans de simples cercueils et transportés sous escorte vers un crématorium de Tokyo. L'incinération s'est déroulée sans cérémonie et sans préavis aux familles. Les cendres, déposées dans des urnes métalliques, ont été transportées par des véhicules militaires jusqu'au port. De là, des embarcations américaines se sont aventurées dans la baie de Tokyo et ont jeté les restes à la mer. La décision de disperser les cendres en eaux ouvertes visait à éviter que toute tombe ou monument ne devienne un lieu de pèlerinage. La nouvelle des exécutions a été communiquée officiellement quelques heures plus tard par un communiqué des autorités d'occupation. La presse japonaise, sous la censure alliée, a diffusé l'information de manière sobre, se limitant à énumérer les noms et à confirmer l'exécution des sentences. Avec les exécutions du 23 décembre, la phase principale du tribunal de Tokyo se clôturait. Cependant, les procès contre les responsables japonais continuaient dans de multiples lieux. À Manille, Nankin, Singapour, Rabaul et dans d'autres villes, des tribunaux locaux jugeaient des officiers et des fonctionnaires pour des crimes commis sur le terrain. Tandis que les principaux exécutés à Sugamo disparaissaient physiquement, des milliers de prévenus mineurs faisaient face à leur propre procès dans le cadre de l'après-guerre en Asie et dans le Pacifique. Procès en flammes, crimes exposés en Asie et dans le Pacifique. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a concentré l'attention mondiale, mais il n'a pas été la seule scène judiciaire après la reddition japonaise. Parallèlement, dans les pays occupés, des centaines de procès ont été organisés contre des officiers, médecins, gardes et fonctionnaires de l'Empire. Ces cours militaires locales avaient un caractère immédiat, car elles se sont déroulées dans les mêmes lieux où les crimes avaient eu lieu. Ensemble, elles ont constitué l'une des plus grandes opérations judiciaires de l'après-guerre. L'un des procès les plus pertinents s'est tenu aux Philippines contre le général Tomoyuki Yamashita, connu sous le nom de Tigre de Malaisie pour la conquête de Singapour en 1942. En 1944, il avait été nommé commandant des forces japonaises aux Philippines. Pendant la bataille de Manille, entre février et mars 1945, des massacres massifs de civils philippins ont été enregistrés, ainsi que la destruction d'une grande partie de la ville. Les troupes japonaises ont tué des dizaines de milliers d'habitants par des exécutions, des incendies de bâtiments et des viols systématiques. Bien qu'il n'y eût aucune preuve que Yamashita ait ordonné directement les atrocités, le parquet américain l'accusa selon la doctrine de la responsabilité du commandement. Selon ce principe, un commandant pouvait être considéré coupable pour ne pas avoir contrôlé ses subordonnés ou empêché leurs crimes. Le procès commença en octobre 1945 à Manille, devant un tribunal militaire américain. La défense allégua que Yamashita n'avait pas de contrôle effectif sur ses troupes, car la chaîne de commandement était fragmentée et les communications coupées par l'offensive alliée. Le tribunal, cependant, détermina que sa position de commandant le rendait responsable. Le 7 décembre 1945, il fut condamné à mort et le 23 février 1946 exécuté par pendaison à Los Baños, près de Manille. Un autre procès de grande répercussion aux Philippines a été celui du général Masaharu Homma, commandant pendant l'invasion de la péninsule de Bataan en 1942. Après la reddition des forces philippines et américaines, plus de 70 000 prisonniers ont été contraints de marcher dans des conditions extrêmes vers des camps de détention. Des milliers sont morts d'épuisement, de faim ou d'exécution sommaire. L'épisode est devenu connu sous le nom de la marche de la mort de Bataan. Homma a été capturé en septembre 1945 et traduit en justice à Manille en janvier 1946. Le procureur l'a accusé de négligence criminelle pour ne pas avoir assuré un traitement adéquat des prisonniers de guerre. La défense a soutenu qu'il avait délégué la supervision du transfert et ignorait les abus commis. Le tribunal a rejeté cette thèse et l'a reconnu coupable. Il a été condamné à mort et fusillé le 3 avril 1946 à Los Baños. En Chine, où l'occupation japonaise avait duré 8 ans, les autorités nationalistes ont organisé de multiples procès à Nankin, Shanghai et d'autres villes.
Le plus significatif fut celui du général Isao Tani, commandant de la 6e division de l'armée impériale lors de la capture de Nankin en décembre 1937. Sous son commandement, des exécutions massives de prisonniers et de civils ont eu lieu, en plus de pillages et de viols à grande échelle, événement connu sous le nom de massacre de Nankin. Tani a été capturé à la fin de la guerre et transféré à Nankin. En 1947, il a été jugé par un tribunal militaire chinois. Des témoins locaux et des preuves documentaires ont confirmé sa responsabilité. Il a été déclaré coupable et condamné à mort. L'exécution a eu lieu à Nankin en avril 1947 par fusillade. D'autres officiers japonais ont été confrontés à des procès dans différentes villes chinoises pour meurtre, travaux forcés et expériences médicales. En Asie du Sud-Est, les Britanniques ont organisé des procès à Singapour contre des militaires responsables de mauvais traitements envers des prisonniers alliés. L'un des principaux centres d'attention était la construction du chemin de fer Birmanie-Thaïlande, connu sous le nom de chemin de fer de la mort. Des milliers de prisonniers britanniques, australiens, néerlandais et de travailleurs asiatiques ont été contraints de travailler dans des conditions extrêmes, avec une mortalité très élevée due à la faim, aux maladies et aux mauvais traitements. Les officiers japonais qui supervisaient le projet ont été accusés de crimes de guerre. Plusieurs ont été condamnés à mort et exécutés à Singapour en 1946 et 1947, tandis que d'autres ont reçu de longues peines de prison. Les procès britanniques ont également couvert des abus dans des camps de prisonniers comme Shanji, où la brutalité des gardes japonais a été documentée dans des témoignages de survivants. L'Australie, qui avait souffert de l'occupation d'une partie de la Nouvelle-Guinée et de la perte de milliers de soldats sur le front du Pacifique, a organisé plus de 300 procès militaires. La plupart se sont tenus à Rabaul, ancienne base japonaise en Nouvelle-Bretagne. Les accusés étaient des officiers et sous-officiers responsables d'exécutions, de tortures et d'abus contre la population locale. Les tribunaux australiens ont fonctionné entre 1945 et 1951. Les condamnations allaient de longues peines de prison à la peine capitale. Un nombre significatif d'accusés a été exécuté par pendaison en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que d'autres ont été transférés dans des prisons en Australie. Ensemble, les procès tenus en Asie et dans le Pacifique ont constitué un vaste panorama judiciaire. Selon les archives alliées, entre 1945 et 1951, plus de 5700 Japonais ont été jugés par des tribunaux locaux organisés par les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Australie, les Pays-Bas et les Philippines. Parmi eux, près de 984 ont été condamnés à mort et exécutés, tandis que des milliers ont reçu diverses peines de prison. Les procès régionaux présentaient une caractéristique distincte par rapport au tribunal de Tokyo. Ils se concentraient sur les crimes commis directement sur le terrain, avec des témoins locaux et des victimes présentes dans les salles. La proximité des preuves et l'ampleur des faits ont fait de ces procès des pièces clés pour documenter l'expérience de la guerre dans chaque pays occupé. Alors que ces procès se déroulaient dans des villes dévastées, de nombreux officiers et fonctionnaires japonais cherchaient à éviter la capture, recourant à la dissimulation ou essayant d'échapper à la justice qui progressait dans toute la région. Honneur brisé entre la corde et la cellule. La reddition du 15 août 1945 ouvrit un scénario dans lequel de nombreux hauts commandements japonais comprirent qu'ils feraient l'objet d'arrestations, d'interrogatoires et de procès. Cependant, une partie significative décida de ne pas attendre l'arrivée des forces d'occupation. Il y eut alors une vague de suicides parmi les officiers de haut rang, les ministres et les fonctionnaires liés à l'effort de guerre. Le cas le plus remarquable fut celui du ministre de la Guerre, Hanami Korechika, membre du cabinet qui avait discuté de l'acceptation de la déclaration de Potsdam. Bien qu'il ait finalement soutenu la décision de se rendre, il laissa une lettre dans laquelle il assumait la responsabilité de la défaite. Le même 15 août, quelques heures après la diffusion du discours impérial, il pratiqua le seppuku dans sa résidence officielle. Sa mort fut interprétée comme l'expression de l'impossibilité de concilier l'honneur militaire avec la capitulation. D'autres généraux ont suivi le même chemin. Toshizo Nishio, avec une carrière de commandement lors d'opérations en Chine, a choisi le suicide quelques mois après la reddition, conscient qu'il serait enquêté pour les massacres et représailles commis sous sa juridiction.
Shitsuichi Tanaka a fait de même, commandant du district de défense orientale, qui était intervenu pour contenir des officiers radicaux tentant d'empêcher le discours de l'empereur. Sa mort en 1945 a été vue comme une manière d'accompagner la reddition avec une sortie personnelle. Les suicides ne se sont pas limités à Tokyo. Dans des garnisons isolées, tant sur les îles que sur les territoires continentaux, des épisodes collectifs ont été enregistrés. Des unités complètes, suivant les ordres de leurs officiers, se sont donné la mort avant de se rendre. Cela est arrivé dans des secteurs de la Mandchourie face à l'avance soviétique et dans des îles du Pacifique où de petits détachements japonais ont résisté jusqu'à recevoir l'ordre de se rendre. Pour beaucoup de ces groupes, la reddition à des forces étrangères était incompatible avec l'endoctrinement reçu pendant des années. Ceux qui n'ont pas opté pour le suicide ont été arrêtés et transférés à la prison de Sugamo à Tokyo, transformée par les autorités d'occupation en principal centre de détention des suspects de crimes de guerre. Là, on trouvait aussi bien les accusés de classe A en attente de jugement que les condamnés à perpétuité après les verdicts de 1948. La vie à Sugamo était marquée par un régime strict. Les prisonniers restaient dans des cellules individuelles, avec des horaires rigoureux pour les repas, l'exercice et les travaux manuels légers. Le contact entre les détenus était minimal et toute correspondance était censurée. Les visites étaient rares et strictement surveillées par le personnel américain qui administrait la prison. Dans cet environnement, les anciens dirigeants de l'Empire passèrent des plus hauts postes à vivre sous une discipline uniforme, sans distinction de rang. Généraux, ministres et bureaucrates remplissaient des routines identiques. La perte de statut et la réclusion prolongée se traduisirent par une détérioration progressive de la santé physique et mentale de beaucoup d'entre eux. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Shigenori Togo, condamné à 20 ans de prison, est mort à Sugamo en 1950 des suites d'une maladie. Son décès dans la cellule marqua l'une des premières fins prolongées parmi les condamnés de haut niveau. De manière similaire, Hiranuma Keiichiro, ancien Premier ministre condamné à la réclusion à perpétuité, est mort en 1952 alors qu'il purgeait sa peine. Le système pénitentiaire n'était pas orienté vers la réhabilitation, mais vers l'isolement et le strict respect de la peine. La routine comprenait des tâches mineures comme le nettoyage, le tri des matériaux ou le jardinage à l'intérieur de l'enceinte. Les rapports de l'administration américaine soulignent que la discipline a été maintenue sans incident grave, en partie parce que les détenus ont compris que leur situation n'offrait pas de marge de négociation. Avec la signature du traité de San Francisco en 1951 et son entrée en vigueur en 1952, le Japon a récupéré la souveraineté formelle. Ce changement a ouvert un débat sur l'avenir des prisonniers condamnés. La pression des secteurs politiques japonais et des familles des détenus a poussé à envisager des libérations pour des raisons d'âge, de santé ou de bonne conduite. Entre 1952 et 1958, les autorités américaines et japonaises ont appliqué une politique de libération progressive. Les condamnés à perpétuité ont été libérés à différents moments. Chaque libération était officiellement justifiée pour des raisons humanitaires, mais le contexte politique était marqué par la guerre froide. Les États-Unis voyaient en Japon un allié stratégique face à l'expansion du communisme en Asie, et maintenir des figures influentes en détention pouvait devenir un obstacle pour la stabilité interne. Ainsi, des hommes qui avaient été jugés comme criminels de guerre de classe A ont retrouvé la liberté. Bien que la plupart se soient retirés de la vie publique, certains sont retournés à la politique ou à l'économie. Ce phénomène a généré des tensions avec les pays voisins qui avaient souffert de l'occupation, pour lesquels les libérations représentaient une offense à la mémoire des victimes. La prison et le suicide n'étaient pas des destins exclusifs. Alors que certains dirigeants ont mis fin à leur jour en 1945 ou sont morts dans les cellules de Sugamo, d'autres ont réussi à se réintégrer sur la scène politique et économique, jouant des rôles importants dans le Japon d'après-guerre. Les protégés du pouvoir, Hirohito et ses alliés. L'occupation alliée du Japon n'a pas signifié l'inculpation de tous les dirigeants liés à la guerre. Certains ont échappé à la justice en raison de décisions stratégiques des autorités d'occupation ou de l'utilité qui leur était attribuée dans le nouveau contexte politique. Parmi eux se distinguait l'empereur Hirohito, le bureaucrate et homme politique Nobusuke Kishi, et l'activiste d'extrême droite Yoshio Kodama.
L'empereur Hirohito avait été la figure centrale du système japonais depuis 1926. Ses ordres constituaient la base légale des opérations militaires et son image fonctionnait comme élément de cohésion pendant le conflit. Cependant, lors de l'instauration du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, les Alliés, dirigés par le général Douglas MacArthur, décidèrent de ne pas l'inclure parmi les accusés. La justification principale était politique. Les autorités d'occupation craignaient qu'un procès de l'empereur ne déclenche une crise interne qui rendrait difficile le contrôle du pays. La monarchie était perçue comme un facteur de stabilité et comme un symbole pouvant faciliter la transition vers un Japon occupé puis démocratisé. Les documents des forces alliées montrent que la maison impériale a été considérée intouchable pour éviter les désordres sociaux ou la résistance armée résiduelle. Ainsi, tandis que des figures comme Tojo ou Itagaki faisaient face à des procès judiciaires, Hirohito restait dans son palais sous protection alliée. Il continue sur le trône, bien que dépouillé de pouvoir politique effectif. En janvier 1946, il émit la dite Déclaration de l'humanité, dans laquelle il renonça à la condition divine qui lui était attribuée dans le shintoïsme d'État. Le texte, diffusé par ordre de l'occupation, visait à séparer l'État de la religion et à démanteler l'idéologie qui avait soutenu l'expansion impériale. Avec cette déclaration, Hirohito a assumé un rôle symbolique dans le cadre constitutionnel entré en vigueur en 1947. Le premier article de la nouvelle charte Magna l'a défini comme symbole de l'État et de l'unité du peuple, sans pouvoir de gouvernement. La figure qui avait été associée à la guerre s'est transformée en un élément cérémonial de l'après-guerre. La décision de le maintenir a permis aux Alliés d'utiliser son image lors de visites dans des villes dévastées et de rencontres avec la population, dans le but de légitimer l'occupation et de faciliter l'acceptation des réformes. Un autre cas notable fut celui de Nobusuke Kishi, bureaucrate et homme politique avec une carrière dans l'administration de la Mandchourie et dans l'économie de guerre. En tant que vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, dans les années 1930, puis ministre du Commerce en 1941, il a été impliqué dans la mobilisation des ressources et l'utilisation du travail forcé dans les territoires occupés. Après la reddition, Kishi a été arrêté en tant que suspect de crimes de classe A et détenu à Sugamo. Il y est resté 3 ans, entre 1945 et 1948, mais n'a jamais été jugé. Dans le contexte du début de la guerre froide, les priorités américaines ont changé. Le Japon devait devenir un allié face à l'expansion soviétique et chinoise. Dans ce cadre, Kishi a été libéré sans charge en 1948. Loin de se retirer, il a repris sa carrière politique. Il a participé à la fondation du Parti libéral-démocrate, qui dominerait la politique japonaise pendant des décennies. En 1957, à peine 12 ans après la reddition, il a atteint le poste de Premier ministre. Pendant son mandat, il a encouragé la signature du traité de sécurité avec les États-Unis en 1960, consolidant ainsi l'alliance militaire bilatérale. Sa trajectoire a reflété comment d'anciens cadres du régime impérial ont été réutilisés dans l'après-guerre. Pour Washington, sa ferme position anticommuniste était prioritaire face à son passé pendant la guerre. Le troisième exemple est Yoshio Kodama, un ultranationaliste lié au crime organisé. Pendant la guerre, il a accumulé une fortune grâce à la contrebande en Chine et en Asie du Sud-Est, en collaboration avec l'armée japonaise. À travers des réseaux Yakuza, il a facilité le transport de matériaux stratégiques et financé des opérations clandestines. Après la défaite, il a été arrêté en tant que suspect de crimes de classe A et confiné à Sugamo. Comme Kishi, il n'a jamais été jugé. En 1948, il a été libéré lorsque les autorités américaines ont commencé à le considérer comme un instrument utile dans la lutte contre l'influence communiste. Au cours des années suivantes, il est devenu un intermédiaire entre la politique, les affaires et le crime organisé. Il a maintenu des liens avec l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, qui le considérait comme un allié dans la stabilisation du Japon sous un régime conservateur. Il finançait le Parti libéral-démocrate et soutenait des campagnes politiques tout en conservant son rôle de figure centrale dans le monde des Yakuzas. Le pouvoir de Kodama dans l'après-guerre s'est reflété dans sa capacité à influencer les décisions politiques sans occuper de postes officiels.
Sa figure représentait la fusion des réseaux clandestins de l'époque de guerre avec les nouvelles structures de pouvoir sous l'occupation américaine et après la récupération de la souveraineté. Hirohito, Kishi et Kodama incarnent trois variantes d'un même phénomène. Des dirigeants qui, pour des raisons différentes, ont évité les procès de Tokyo ou ont échappé à des condamnations. L'empereur a été protégé comme symbole de stabilité. Kishi a atteint la tête du gouvernement grâce au nouveau cadre de la guerre froide. Kodama a opéré dans l'ombre comme lien entre le pouvoir formel et des structures parallèles. Tandis que des milliers de militaires et de fonctionnaires faisaient face à des exécutions, à la prison ou au suicide, ces figures ont réussi à conserver leur influence et à jouer des rôles décisifs dans le Japon d'après-guerre.